va passer à la première table ronde, donc, qui va parler de l'hydrogène dans le mix énergétique. Donc, je vais appeler les intervenants. Daniel Issel, vous pouvez l'applaudir hein, si vous voulez. Donc, vice-président de l'Université de Franche-Comté, professeur des universités. Vous êtes membre aussi de l'Institut universitaire de France. Il faut le citer, donc je le cite. Spécialiste de génie électrique. Je vais appeler aussi Sébastien Febvre, donc PDG d'une société qui s'appelle H26 et qui fabrique notamment des groupes électrogènes d'hydrogène et qui vient d'être lauréat d'un prix sur Startup de l'année, si c'est bien, si c'est exact. Je vais appeler aussi François Blouvac de la Banque des Territoires, pilote du programme Territoire d'Industrie, dont le Nord-Franche-Comté est l'un des 124 territoires labellisés, bien 124. Et j'appelle Monsieur Lagrange, donc le président de l'Agence économique régionale, qui est également maire de Sanvignes-les-Mines, c'est ça, Sanvignes en Bourgogne. Et c'est exactement ça, le Creusot. Donc je vous remercie beaucoup, messieurs, d'être parmi nous. La crise énergétique est au cœur de l'actualité, la guerre en Ukraine. Ce matin, les 27 membres de l'Union européenne se retrouvent pour évoquer l'énergie. Ma première question, je vais vous la poser, Monsieur Issel. Est-ce que cette crise énergétique, cette guerre en Ukraine, est un frein ou un accélérateur, selon vous, du déploiement de l'hydrogène qu'on connaît bien ici, et comme l'a rappelé Monsieur Albizati? Oui, effectivement, on est tous bien conscients aujourd'hui de cette crise énergétique que l'on subit, hein, qu'on essaye de corriger. Alors, par rapport à cette question aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène peut porter des réponses d'un point de vue évidemment environnemental, à condition qu'on ait une production d'hydrogène qui soit réellement décarbonée. Il peut apporter des réponses d'un point de vue économique, hein, puisque l'idée c'est aussi de créer de la valeur sur les territoires, et on en parlera, c'est le sujet de la table ronde et de la discussion de ce matin. L'hydrogène peut aussi apporter des solutions nouvelles, on en parlera certainement avec H26 sur des groupes électrogènes qui permettent d'alimenter au-delà des facilités des groupes électrogènes précédents. Alors ceci dit, aujourd'hui l'hydrogène c'est à peu près 1% des échanges énergétiques à l'échelle mondiale. Donc effectivement, pour répondre à cette question, est-ce que c'est une chance, cette crise énergétique pour l'hydrogène? J'aurais tendance à dire oui, si on sait la saisir. L'hydrogène est un vecteur, et il pourra réussir que si on a un mix énergétique qui fonctionne. Monsieur Lagrange, justement, ce mix énergétique qu'on peut avoir en Bourgogne-Franche-Comté, qui est doté de nucléaire, on a aussi des champs d'éoliennes, on a aussi de l'hydroélectricité. Est-ce qu'il est suffisamment solide pour avancer? Qu'est-ce qui lui manque? Quels sont ses défis? Alors déjà, juste pour compléter ce que vient de dire Daniel, une crise peut être un accélérateur, mais je pense que ce territoire, comme la région, avait anticipé, puisque finalement, Daniel peut en parler mieux que moi, tout ça remonte à presque une vingtaine d'années, cette approche de l'hydrogène, et que cette région a été labellisée en 2016. Donc on ne parlait pas encore à cette époque de la crise et de la guerre en Ukraine et de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc je pense que cette région, sur ce sujet-là, a de l'avance. La France s'y met aussi. Mais pour répondre à votre question, sur le mix énergétique, c'est un gros sujet. Vous avez parlé du nucléaire. Ici, on fabrique du nucléaire. On n'en a pas directement sur cette région. Et la difficulté d'arriver à ce mix que tout le monde souhaite, on s'aperçoit quand même qu'il y a des préoccupations aujourd'hui qui font qu'il faut qu'on soit indépendant et qu'on ait des capacités de production énergétique et d'électricité notamment, qui montrent que c'est pas ici que je peux le dire ici, je peux le dire au Creusot, le nucléaire est incontournable aujourd'hui. Et avant d'arriver à ce que beaucoup souhaitent, un équilibre entre le nucléaire, les énergies renouvelables, il y a encore un peu de temps, même si tout le monde se met en rang pour développer le photovoltaïque et l'éolien. Monsieur Blouvac, justement, Monsieur Lagrange parle d'indépendance. Pendant notre préparation de cette table ronde, vous avez beaucoup insisté sur un concept qui est celui de souveraineté, dont on entend beaucoup parler, notamment avec la guerre en Ukraine. Justement, c'est quoi cet enjeu de souveraineté sur le mix énergétique?
Vous le disiez, enfin, ça vient d'être rappelé, les crises, c'est souvent un accélérateur d'une prise de conscience. Mais pour qu'une prise de conscience soit constructive, il faut qu'on soit sur un terreau favorable. Sur ce territoire, et s'agissant de la question de l'hydrogène, ça vient d'être rappelé par les deux orateurs précédents, il y a une antériorité, il y a une réflexion qui a été lancée, il y a une filière qui a commencé à se structurer. Pour les acteurs économiques, en tout cas, cette question de souveraineté, elle est apparue dans les crises en accéléré qu'on vient de vivre, à la fois au moment de la crise sanitaire, parce qu'on a pris conscience des dangers que représentait la rupture des chaînes d'approvisionnement, qu'un modèle économique qui avait prévalu jusqu'à présent de forte dépendance à des marchés extérieurs, souvent lointains, venait remettre en cause le développement économique et le souhait de, alors là ce n'est pas le mix énergétique, mais dans le mix économique, de redonner une place plus importante à l'industrie. Et puis, la suite des crises qu'on vit, le pressentiment que d'autres pourront se rajouter, peut-être des crises environnementales sur ces marchés lointains, amène à reconsidérer l'organisation économique des chaînes d'approvisionnement pour ce qui concerne les fournisseurs sur lesquels les industriels s'appuient, et aussi cette question d'accès à l'énergie. Et donc, la question de la souveraineté, c'est reconsidérer la façon dont on peut organiser ce modèle industriel au moment où tout le monde, de façon excessivement consensuelle, considère qu'on a commis des erreurs dans la désindustrialisation qui a été à l'œuvre. Alors, sur le temps long, ces 50 dernières années, mais peut-être plus notablement ces 20 dernières années, tournant des années 90-2000, on a eu un mouvement de très forte concentration capitalistique avec un choix de rationalisation des coûts, des logiques de délocalisation, parce qu'on pensait que c'était le bon modèle pour continuer à se développer, et on a vu que ça menait à une impasse. Et que on peut marquer ça peut-être d'une petite phrase qui avait été tenue par un grand capitaine d'industrie qui s'appelle Serge Turuc. Il avait expliqué que pour la société dont il avait la charte, qui s'appelle Alcatel, l'horizon, c'était le zéro usine en France. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une impasse mortifère et qu'on a une reconsidération de tous ces éléments, que ce soit sur l'approvisionnement en sources d'énergie, que ce soit pour les approvisionnements plus globalement. Et donc, il faut travailler à ce que, à partir des territoires, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on a réintroduit la dimension territoriale dans le développement industriel avec cette notion de souveraineté. Sur l'énergie, on produit plus localement et on donne la possibilité de travailler sur les approvisionnements en général en s'appuyant sur un écosystème local. C'est ça qui fait la force et l'attractivité des territoires aujourd'hui. Alors, justement, je sais que M. Fay, vous êtes très sensible à cette notion de production territoriale de l'énergie. M. Bouvac a fait pas mal d'analyses en ce sens. J'aimerais bien aussi vous entendre, vous, sur votre raisonnement. Cette production locale d'énergie, c'est le salut, selon vous, pour cette indépendance, cette souveraineté, et pour l'H2 après. On y reviendra ensuite. Oui. Alors, je distinguerai deux choses. La production locale d'énergie, là, on est sur le système énergétique, c'est-à-dire garantir l'approvisionnement en énergie, que ce soit électrique ou avec d'autres vecteurs, et la production d'équipements. C'est ce qu'on fait chez H2SIS, où on va créer de l'emploi industriel pour fabriquer ces équipements. Et effectivement, on essaie de lier les deux, c'est-à-dire que dans l'activité qui a été lancée en 2017, sur la base des activités de recherche que Daniel a menées avec l'ensemble des autres personnes au sein du laboratoire depuis déjà plus de 25 ans. Il faut aussi comprendre le cheminement, ce que disait M. Lagrange. Et là, on recrée des emplois industriels en fabriquant des groupes électrogènes à hydrogène qui sont un maillon de la production et l'utilisation de l'énergie locale. Quand je dis ça, c'est le fait de dire on a été dépendant et on l'est encore sur différents types d'énergie. Et dans cette transition, il faut, je pense, arriver, et c'est ce que disait Daniel, il faut saisir cette opportunité par rapport à cette crise, de dire on change de modèle énergétique
et on recrée des emplois industriels. C'est-à-dire qu'il faut faire les deux pour que ça puisse vraiment avoir un impact sur le long terme. Monsieur Issel, Monsieur Lagrange rappelait donc la région Bourgogne-Franche-Comté est labellisée territoire d'hydrogène depuis 2016. La CCI du territoire de Belfort, donc tête de pont pour promouvoir l'hydrogène dans la région. Peut-on rappeler, vous qui avez ce recul là, depuis 25 ans sur les questions, quelles sont justement les grandes forces de l'hydrogène dans ce raisonnement sur la production énergétique et la consommation pour le coup? Alors oui, effectivement. Donc, je rappelle qu'effectivement ici, on a eu la chance finalement de penser à l'avenir énergétique et je fais volontairement le lien, je sais qu'il y en a dans la salle, avec certains politiques aussi locaux qui ont pris cette décision il y a déjà 20 à 25 ans de s'orienter, alors au départ au niveau de la recherche, mais d'avoir une activité de recherche sur l'hydrogène qui s'est développée ex nihilo, il faut bien le dire, évidemment soutenue par les 2 établissements universitaires locaux, mais qui s'est quand même développée ex nihilo au départ et qui aujourd'hui conduit à des résultats qui permettent aujourd'hui ce transfert et cette création de valeur sur les territoires. Alors transfert dans le sens H2.6, mais aussi transfert avec d'autres entreprises du territoire où on est sur des partenariats de type collaboration de recherche ou de prestations. Voilà. Donc effectivement, l'hydrogène présente quand même, même si c'est aujourd'hui 1% des échanges énergétiques à l'échelle mondiale, c'est-à-dire quasiment rien, donc il y a de la place. Il y a de la place pour faire mieux. Voilà. Et en plus, c'est surtout de l'hydrogène carboné en plus aujourd'hui. Donc il y a vraiment de la place. L'intérêt, c'est que l'hydrogène, si on fait attention à sa production, alors on pourra y revenir plus largement, on est en capacité d'avoir une production d'hydrogène qui est décarbonée, donc qui est non impactante sur l'environnement. Alors évidemment, au-delà de l'analyse en cycle de vie des objets qui sont liés bien sûr à sa production. Quant à son usage, je rappelle qu'effectivement, quand on passe dans une pile à hydrogène, on va produire de l'électricité et de la chaleur, donc on a deux types de flux d'énergie, thermique et électrique, et le sous-produit, à l'endroit où on va l'utiliser, ça n'est que de l'eau. Donc là encore une fois, un impact environnemental qui est, s'il est bien maîtrisé sur l'ensemble de la chaîne, et j'insiste vraiment sur cet aspect-là, qui est tout à fait nul, ou très voisin de zéro. Alors bien sûr, autre intérêt de l'hydrogène, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, ou très peu, d'industries structurées à l'échelle mondiale. On a effectivement des groupes de différentes tailles qui se montent, et des grands groupes aussi qui sont en train de s'intéresser de plus en plus à ces questions-là. Mais aujourd'hui, les jeux ne sont pas faits. Et effectivement, les territoires, les pays, l'Europe, a toutes les cartes en main aujourd'hui pour faire en sorte qu'on ait la capacité de créer de la valeur sur nos territoires, d'un point de vue évidemment économique, du point de vue industriel, et surtout ne pas faire les erreurs, entre guillemets, du passé. On pense notamment à ce qui a pu se passer notamment sur le photovoltaïque, où on essaye de revenir en arrière aujourd'hui, où effectivement on a une production, alors on est dans le domaine des énergies d'origine renouvelable, mais aujourd'hui on a une production qui est quasiment exclusive en Asie. Voilà. Et donc effectivement on a des installateurs ici, c'est tout à fait louable, mais on n'a pas de production. Donc là il faut vraiment penser, et là il faut penser et repenser sur la base de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on va construire une filière qui soit résidente ici, forte, structurée, et qui se base évidemment sur tout ce qu'on a pu faire depuis des années. Dans la construction de ce futur mix énergétique qui doit être décarboné, de plus en plus renouvelable, vous me disiez, Monsieur Febvre, mardi, que finalement l'hydrogène était le meilleur allié des ENR. Est-ce que vous pourriez un petit peu pousser cette réflexion ? Alors oui, quand on parle d'ENR, la question qui vient après, c'est comment on le stocke par rapport à un apport solaire ou éolien, sachant que ce n'est pas pilotable, il faut pouvoir le stocker. Alors, il y a plusieurs méthodes de stockage. L'hydrogène en est une. Voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. On va stocker dans un volume équivalent. On va pouvoir stocker plus d'énergie dès l'instant où on passe par de l'hydrogène. Donc ça veut dire qu'on va stocker des énergies renouvelables avec l'hydrogène, avec un intérêt, c'est toujours pareil, il faut pas penser monovecteur d'énergie, mais l'hydrogène il a un intérêt de stockage plutôt moyen-long terme. Ou dans le jargon, nous on appelle ça le stockage saisonnier. Voilà. Il va y avoir un intérêt de stocker des grandes quantités, par exemple l'été, en fonction de ce qui va pouvoir se passer l'hiver. Des stockages court terme
il en existe d'autres technologies. Et là, les industriels et les professionnels du secteur, ils sont amenés à proposer à leurs clients la meilleure technologie avec un compromis économique et technique. Voilà. L'autre intérêt par rapport aux énergies renouvelables et à l'hydrogène, c'est que vous pouvez faire des installations de différentes tailles. C'est-à-dire vous pouvez faire des installations hydrogène de l'ordre du mégawatt, mais vous pouvez faire aussi des installations hydrogène de l'ordre du kilowatt. Voilà. Il y a une possibilité par rapport à ça qui permet finalement, quand on parle de mix énergétique, c'est aussi un mix de solutions. Et je pense aussi en fonction des territoires, parce que tous les territoires ne sont pas dotés de la même manière sur ce qu'ils peuvent faire avec des énergies renouvelables, de la biomasse, de l'hydraulique ou autre. Donc après, il faut se dire, voilà, où est-ce que sur mon territoire, quelles sont les ressources que j'ai et comment je peux faire en sorte qu'elles profitent au mieux à la collectivité qui l'entoure. Vous faites des super transitions. Je vous remercie. Monsieur Lagrange, quelles sont justement les qualités de la Bourgogne-Franche-Comté? Alors, tout à l'heure, on a parlé du nucléaire, on a parlé d'éolien, mais est-ce qu'il y a d'autres projets autour de la biomasse ou ce genre de choses? Je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de ces énergies-là, mais je crois que le débat est en train d'aller dans le sens de ce qu'on s'est dit tous les deux. L'hydrogène, on la met un peu à toutes les sauces. On a l'impression que l'hydrogène, c'est simple, on va mettre ça dans le réservoir. En fait, c'est un vecteur énergétique. Hein. Daniel l'a bien dit, c'est production électrique ou chaleur. Et aujourd'hui, c'est quand même encore, ici il y a des spécialistes, mais pour le commun des mortels, c'est pas encore si simple que ça. Hein. Quand on dit la production, ça peut être effectivement par des énergies renouvelables, ça peut être de l'éolien, c'est de la biomasse. Après, l'utilisation, c'est des électrolyseurs. Je crois que la région ici, et la présidente, je dois le dire, hein, elle est vraiment déçue, présidente, de ne pas être ici, parce que s'il y a un sujet qu'elle maîtrise, qu'elle pousse, c'est vraiment celui-là, comme elle pousse de la même façon tout ce qui est industriel. Alors elle m'a dit, avec Arnaud Martet, vous pouvez y aller tranquillement, parce que vous êtes des élus qui connaissez. Quand je dis que je viens du Creusot, ça rassure un peu. Hein. Pas pour autant que je sois compétent dans les domaines techniques, mais voilà, on sait ce que c'est que l'industrie, et la résilience au niveau industriel. Vous appelez ça renaissance. Moi, je dis qu'il y a des territoires qui n'ont pas attendu qu'on leur dise qu'il fallait réinvestir dans ces domaines-là. Ici, il y a des mutations profondes. Il y en aura encore demain sur l'automobile. Mais voilà, un territoire qui a cet ADN industriel, je pense, y compris avec des métiers et des compétences, en plus avec des laboratoires et de la recherche, a beaucoup plus de chances de relancer, si c'est le cas, ou la renaissance industrielle, que de foulard comme ça, in exilo, décider de créer de l'industrie. Donc je ne sais même plus si c'était la question que vous m'avez posée, mais voilà, c'est ma réponse, comme disait l'autre. On parle de renaissance industrielle. Le taux d'emploi industriel à Belfort-Montbéliard, il est de 24%, alors qu'il est à peine à plus de 11% dans le reste de la France. Donc l'industrie est bien présente ici. Ça n'empêche qu'on peut lui donner quand même encore un petit coup de boost, hein, ça ne fera jamais de mal. Justement, Monsieur Blouvac, comment la Banque des Territoires accompagne sur ces questions de transition énergétique et de relance industrielle les territoires ou les entreprises? Parce que je crois que vous pouvez intervenir sur les deux volets. Alors, sur cette question-là, il y a deux axes. D'abord, soutenir la filière et essayer d'accompagner ce qui va être fait là. Ça peut être ponctuellement ce qu'on a fait auprès de Solvay à Dole, ou même si c'est très indirect, dans le financement de la nouvelle usine Forestia sur les réservoirs, puisqu'on est intervenu, même si c'est uniquement un financement qui est lié à des murs d'usine, ça participe de la logique de la mise en place de ce type de relance de l'industrie, d'adaptation à ces nouveaux défis. Et puis il y a les usages. Et ça reste un point important sur la distribution. Et, ici à Belfort, il y a des financements qui vont intervenir dans le cadre du PIA pour lequel nous sommes mandatés. Et donc il y a le financement d'électrolyseurs, de stations d'avitaillement et de développement de ce qui pourrait être fait avec l'agglomération de Belfort. De la même façon qu'au printemps dernier, on a inauguré les choses sur le Grand Dijon.
Sur Auxerre, il y a pas mal de collectivités qui aujourd'hui cherchent pour leur flotte de transport en commun ou de véhicules utilitaires à développer l'usage de l'hydrogène. Et on est typiquement là pour apporter des solutions de financement pour aider ces collectivités. Vous m'avez parlé aussi d'un programme qui s'appelle Choc industriel. J'aurais bien aimé qu'on en dise aussi un mot. Je pense que ça peut intéresser les entrepreneurs ou des collectivités qui seraient. C'est un travail qu'on fait en lien très étroit avec la région. Ça démarre au début du mois de novembre. Exactement. Alors il y a plusieurs territoires en Bourgogne-Franche-Comté qui sont concernés. En fait, le principe c'était de partir du constat suivant. Lorsqu'un territoire peut rencontrer des difficultés dans le domaine industriel, plutôt que d'espérer gagner au loto en pensant qu'un nouvel investisseur va arriver, on ne sait où, ça peut arriver. Il y a des gens qui gagnent au loto. Va arriver de l'extérieur et puis sauvera la situation en recréant des emplois, en recréant de l'activité. On essaie plutôt de partir de l'endogène et de regarder ce que le territoire peut recréer à partir de ses points forts. Et donc, avec l'État, avec la délégation territoire d'industrie qui est pilotée par la Direction générale des entreprises, avec la région, bien sûr, Bourgogne-Franche-Comté, avec BPI France, avec donc nous-mêmes la Banque des Territoires, on mobilise des moyens pour aller chercher auprès des forces économiques, auprès des décideurs publics, tout ce qui pourrait être fait dans une espèce de moment de grande concentration d'énergie pour essayer de voir tous les projets qui pourraient être poussés. Et donc ça a plutôt bien fonctionné dans cette période un peu particulière où l'État avait fait le choix de réinvestir fortement, en particulier avec les plans de relance, et donc subventionnant beaucoup de l'activité industrielle et recréant de l'activité. Donc ce programme est en cours sur plusieurs territoires en Bourgogne-Franche-Comté. Il va changer un peu d'appellation. Il fait partie maintenant du programme France 2030. Ça va s'appeler plus choc industriel mais rebond industriel, mais c'est la même logique. Et donc on continue à essayer de faire alors, sur des territoires cette notion-là. Parce que cette question-là de développement endogène, elle est vraiment importante. Aujourd'hui, pour faire de l'exogène, pour aller choper un investisseur extérieur, en fait, il faut qu'il y ait un écosystème local fort. De plus en plus, on le voit, lorsqu'on a à traiter des prospects, et y compris des prospects internationaux, quand on leur demande qu'est-ce que vous recherchez pour vous implanter, alors bien sûr, on attend des subventions de l'État, bien sûr, on regarde le régime fiscal, bien sûr, on regarde le coût du travail, mais ces questions-là ont perdu de leur force aujourd'hui, et c'est probablement une bonne nouvelle, et les critères qui sont privilégiés par les industriels, c'est est-ce que je vais trouver des compétences sur le territoire où je vais aller ? Est-ce que de l'ouvrier qualifié jusqu'à l'ingénieur, ce territoire est capable de m'apporter des réponses ? Est-ce que je vais pouvoir me développer dans un écosystème où des industries de ma filière seront présentes et je pourrai m'appuyer sur eux ? Est-ce que je pourrais avoir des sous-traitants qui répondront à mes besoins ? Et les territoires, c'est ça qu'il faut qu'ils privilégient. Ce sont ça les éléments. Et on est dans une région qui l'a très bien compris et qui travaille beaucoup cette dimension d'écosystème. Et probablement, ce n'est pas innocent dans le fait qu'il y ait aujourd'hui une renaissance industrielle en Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que M. Lagrange voulait prendre la parole et prendre la suite. Je voulais prendre la parole, mais finalement, je pense que François pourrait être un très bon président de l'agence économique. Parce qu'il évoque effectivement les sujets qu'on porte ensemble, hein, ce qui montre bien, certains appelaient ça chasser en meute. Je crois que tous les acteurs sont mobilisés sur ce sujet industriel, sur le sujet de l'hydrogène. Et si on revendique voilà, on n'est pas forcément les seuls à dire on est la première région industrielle de France, c'est parce qu'on a quand même 10 territoires d'industrie. De Nevers à Sens, en passant par le Creusot, Châlons, Dole, ici, bien évidemment, c'est quand même une réalité. Donc on a plus de chances de rebondir, et c'est effectivement le nouveau terme qui va être employé dans quelques jours sur tout le Nord Franche-Comté, y compris les Vosges saunoises. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait les Vosges saunoises, hein, donc je le sais depuis longtemps. Mais pour vous dire que là, le rebond, c'est ici très particulier, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura des mutations, on a parlé des mutations du secteur automobile. Anticipons en travaillant avec cette notion de rebond plutôt que choc industriel.
Choc industriel, c'était Saint-Claude avec la fonderie, c'était comment ça s'appelle, Benteler dans Lyon. Là, c'est plutôt, c'est vraiment là très dramatique quand on en arrive là. Là, on va travailler en amont avec tous les acteurs du territoire. Et dans ce qu'on peut faire, je parle aussi avec la CCI régionale, tous les salons qu'on peut faire sur ce qui concerne cette notion d'hydrogène ou d'autres thématiques, ce que vient de dire François est essentiel. C'est le bassin d'emploi, les formations, les compétences. L'écosystème est clé, ceci étant dit, et vous êtes bien placé pour le savoir, le rebond industriel, notamment du Nord-Franche-Comté, s'est appuyé sur un dossier fort, qui est le fonds Mogis, oui. Qui a ventilé les 50 millions, l'amende de 50 millions d'euros de l'américain pour non-création de 1000 emplois. Ça fait sourire mon ami Petit Colin, parce que c'est un peu malheureux, parce que finalement, cet argent, c'est une compensation que méritait bien ce territoire, hein, malheureusement, qui a souffert. C'était la non-réalisation des 1000 emplois, et cet argent qui est considéré comme de l'argent privé, qui a été très utile pour effectivement faire arriver ces projets McPhee, Forestia et d'autres, avec peut-être de plus en plus effectivement une spécialisation sur la notion de la filière hydrogène. Et quand on dit filière, on n'est pas très modeste hein, en Bourgogne-Franche-Comté. On veut une filière complète, c'est-à-dire du tissu industriel, continuer la recherche qui peut être déjà existante, et puis mettre en place les formations et les usages. Ce qui vient d'être dit sur les usages dans les territoires est essentiel. On n'est pas simplement là pour faire on a l'ambition de faire une vraie filière régionale. En tout cas, c'est ce qu'a toujours souhaité la présidente et ce qu'on fait tous autour de cette table et ailleurs. Daniel, vous vouliez réagir, je vous ai vu lever le doigt. J'ai levé le doigt, oui, comme à l'école. Non, je voulais réagir sur un point, juste déjà, effectivement, sur la recherche qui alimente, qui irrigue, qui nourrit finalement les industriels du territoire. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur ce territoire Bourgogne-Franche-Comté le premier laboratoire de France du CNRS dans le domaine de l'hydrogène, et de loin. Voilà, il faut le savoir, on a démarré avec SNILO aujourd'hui, c'est FEMTOST, là en l'occurrence, c'est le premier laboratoire de France du domaine avec 2 tutelles locales, hein, l'Université de Franche-Comté et l'UTBM ici. Le CNRS bien sûr par ailleurs, et l'école d'ingénieurs de Besançon en micromécanique. Ce sur quoi je voulais réagir, c'était sur l'aspect écosystème et une filière complète. Le point qui a été souligné, c'est l'aspect formation. L'aspect formation, alors je prends ma casquette de professeur à l'université, effectivement cet aspect formation, il est fondamental. Il est de la formation initiale. Là encore, on a été les premiers à mettre ça en place sur l'hydrogène en France en 2014. C'est un cursus de master en ingénierie à l'Université de Franche-Comté. 2014. L'ensemble des autres formations a ouvert en 2019, 20, 21. Donc on a anticipé ce besoin, parce qu'évidemment, si on veut avoir une filière complète, il faut qu'on ait à proximité les capacités de recrutement. Deuxième point, c'est pas que, on parle aussi de formation de personnel déjà qualifié, mais de les acculturer à la question de l'hydrogène. Et là encore, on s'y est intéressé très tôt, puisqu'aujourd'hui, on a des formations continues qui sont en place, et même à l'UTBM, un master qui a été mis en place cette année, qui permet de donner une coloration hydrogène à des personnels qui sont déjà en poste dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner non seulement le développement économique territorial, le développement industriel territorial, mais on est aussi à la capacité de proposer des ressources humaines à l'ensemble de ces primo-accédants, on va dire, à l'hydrogène, ou à l'ensemble de ces entreprises qui se sont nourries finalement de ces capacités préexistantes ici dans le tissu. Je pense notamment à H2SIS, puis il y en a d'autres. Hein. Voilà. Oui, parce que dans l'écosystème, notamment qu'on évoque, on parlait de la formation, mais il y a des entreprises comme H2SIS, qui est maintenant une PME, hein, plus du tout une start-up, qui a aussi bénéficié du Mogis. Hein. Donc le Mogis, ce n'est pas que pour des soutiens exogènes, c'est aussi un soutien à la filière locale. Vous êtes plusieurs entreprises du coin, Forestia, vous, avoir eu ce soutien-là. Quel regard justement vous portez sur cet écosystème, Sébastien, et sur ces besoins peut-être aujourd'hui? Est-ce qu'on dit qu'on va faire une filière entière, mais qu'est-ce qui vous manque, vous, entrepreneurs? Alors, ça va faire un peu le lien avec tout ce qui a été dit avant pour aller plus loin, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été initié ici en Franche-Comté, et puis après même ailleurs dans le territoire Bourgogne-Franche-Comté, hein, on va même en France au niveau européen, pour aller plus loin, pour aller plus vite, je vais reprendre, j'avais fait un petit brief, on en a parlé
pour justement remercier lorsqu'on a reçu le prix à Strasbourg. Et j'avais synthétisé ça en disant, en fait, il faut arriver à réunir les 3 C. Et donc, les 3 C, je les ai appelés comme ça, les compétences, les capitaux et la conviction. Donc, la conviction, je pense que là, autour de la table, vous l'avez. On a rappelé la conviction de Madame Dufay, présidente de la région Rhône-Franche-Comté, sur le sujet de l'hydrogène. Les compétences, Daniel, il vient d'en parler. Et les capitaux, c'est plusieurs outils, c'est-à-dire il y a une ingénierie financière avec le fonds Mogis qui participe à accompagner différents projets. Nous, on a bénéficié en fait de France Relance avant France 2030, puisqu'on a eu besoin d'investir dans des équipements industriels lorsqu'on est sorti en fait du laboratoire. Ensuite, on a eu besoin d'investir dans des équipements pour pouvoir tester nos groupes électrogènes en fin de fabrication sans utiliser la ressource technique du laboratoire. Et là, effectivement, pour continuer cette mue vers la PME industrielle et pourquoi pas l'ETI et pourquoi pas plus loin, là, on a besoin effectivement de capitaux puisque ce sont des industries quand même qui sont sur du temps long. On n'est plus sur de la recherche de capitaux, si je peux dire. Il y avait beaucoup de startups, vous savez, dans le numérique. Et là, on parle maintenant de startups deep tech qui doivent devenir finalement les futurs gazelles industriels. Un petit peu comme si on regarde nos voisins allemands, ils ont ce qu'ils appellent le Mittelstand, qui est très important dans le tissu industriel allemand. Et en fait, on sait qu'en France, on en manque de ces structures-là. C'est-à-dire multiplier le nombre d'ETI industriels. Et pour ça, effectivement, il faut des capitaux parce qu'on est sur du temps long, parce qu'on est sur des investissements industriels forts. Donc voilà, les 3 C et les capitaux, effectivement, pour pouvoir développer tout ça. Les capitaux, forcément, je pense à vous, Monsieur Blouvac. On va parler de la banque, enfin de la Banque des Territoires, je voulais dire. Oui, ce qui est important, je vais préciser ce que peut apporter la Banque des Territoires, mais ce qui est important, c'est que j'ai insisté sur la notion d'écosystème, il faut qu'aussi du côté des financeurs, il y ait un bon écosystème, une fluidité, et qu'on puisse bien mailler dans la chaîne finalement des financements, ce que peut faire l'État, les collectivités territoriales, et ces derniers temps, les ressources n'ont pas manqué, ni du côté de l'État, ni du côté des collectivités territoriales, en particulier avec les différents plans de relance. Et il faut bien s'organiser. Nous, au sein du groupe Caisse des dépôts, il y a 2 entités, une qui s'appelle BPI France, qui finance les entreprises elles-mêmes, et nous qui finançons en quelque sorte le contenant. Si BPI fait le contenu, on fait le contenant, c'est-à-dire l'écosystème. Et donc nous, ce qu'on essaie d'apporter, ce qu'on construit comme solution de financement, c'est autour de l'aménagement industriel, comment on aide les collectivités à maîtriser du foncier, à l'aménager. Ensuite, on aide des industriels, comme on l'a fait avec Forestia, à financer les murs d'usine, faire qu'un industriel ne mobilise pas de façon trop importante ses fonds propres dans le mur d'usine. C'est à la fois indispensable, mais ce n'est pas son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est la production. Donc, nous pouvons aider un industriel à financer ça. Le deuxième grand sujet, c'est tout ce qu'il y a, qu'on pourrait résumer sous la thématique du verdissement de l'industrie. C'est comment est-ce qu'on aide l'industrie à réduire son impact environnemental. On parle bien sûr de l'énergie. Alors, sur les questions de mobilité, sur les questions d'accès à de l'énergie propre, sur des questions de gestion des déchets industriels, là aussi, on peut apporter des solutions de financement. La troisième priorité, c'est la formation. On l'avait beaucoup évoqué. Et là, il y a des besoins importants. Et donc, on peut contribuer à financer des centres de formation. Ces derniers temps, on a beaucoup insisté sur les métiers d'ouvriers qualifiés avec les écoles de production, avec les centres CNAM, avec les centres AFPA qu'on finance. Et puis, on aide aussi les écosystèmes locaux à travailler. J'ai beaucoup insisté sur la question, les répercussions des ruptures de chaîne d'approvisionnement. On a travaillé avec les régions en particulier à essayer de cartographier les chaînes d'approvisionnement de l'industrie pour voir quels sont les leviers à partir desquels on peut reconstruire du développement industriel. C'est-à-dire que faire prendre conscience à un industriel, voilà votre panier de fournisseurs, est-ce que vous ne pourriez pas reconsidérer ce panier pour des raisons
propre intérêt. Vous avez été mis en difficulté, vous pourriez vous appuyer à 50 à 100 km sur d'autres industriels qui pourraient rentrer dans votre mix de fournisseurs. Voilà ce qu'on fait. On y consacre des moyens importants. Le plan d'accompagnement à la réindustrialisation de la Banque des Territoires sur 4 années, c'est 1 milliard d'euros, essentiellement en fonds propres, c'est-à-dire comme investisseur. Ça veut dire que le modèle économique de la Banque des Territoires, c'est un modèle, pour qu'il soit, il faut que ça flotte et il faut que ça tienne. Donc les projets dans lesquels on investit, ce n'est pas de la subvention, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que ce sont des projets qui sont rentables et qui fonctionnent. Nous ne sommes pas un investisseur lambda, donc on a du temps, on a des exigences de TRI moins élevées que d'autres investisseurs, mais il faut malgré tout qu'il y ait au bout du bout qu'il y ait une rentabilité qui existe. Sébastien, vous avez levé la main. Je vous donne la parole. Oui, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Ben, ça va revenir. Non, c'est en fait quand vous parliez effectivement de cette ingénierie financière à mettre en œuvre, de dire on accompagne les entreprises sur une partie foncière et sur une partie plutôt bâtiment pour qu'elles puissent investir dans les compétences et recruter dans son outil industriel. Donc ça répond vraiment aux besoins. Et puis comme je le disais, effectivement, faut pouvoir sur des secteurs qui, aussi bien l'amont ou l'aval de la filière hydrogène, on va être sur des temps qui sont plus autour de la dizaine d'années que 5 ans. Et là, ça rejoint ce que vous dites sur je dirais avoir une composition avec des investisseurs qui sont en capacité de raisonner sur 10 ans plutôt que sur 5. Voilà. Oui, ce que veut dire Sébastien, sa question était très précise. C'est qu'aujourd'hui, pour que une entreprise perdure, progresse, les fonds sont arrivés au départ. On a dit Mogis, la banque, on construit. Mais derrière, il faut consolider les capitaux et puis trouver des fonds propres et de la trésorerie. Et je sais que l'alerte a été donnée, Sébastien l'a donnée au niveau, et on fait remonter aujourd'hui à niveau de Bercy. Sinon, on dit c'est une filière stratégique. Mais si derrière les entreprises qui se créent, notamment les start-up, n'ont pas les moyens et l'ingénierie financière pour les soutenir, eh ben, c'est un risque, c'est que ça parte, que ce soit racheté par d'autres. C'est sûrement pas ce qu'on souhaite. Hein. Mais je crois que ce que voulait dire Sébastien, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on consolide, surtout dans les premières années, ces capitaux et ces besoins en fonds propres. C'est ça. Hein, je crois. Alors, en fait, aujourd'hui, on a effectivement un carnet de commandes qui est rempli. On a eu, par exemple, par rapport à la crise énergétique, des entreprises qui nous ont appelés en disant « Je veux un groupe électrogène-hydrogène pour décembre de cette année ». Nous, c'est fou, là. On est une trentaine, on était 12 il y a un an. On avance, mais je ne sais pas vous en refaire en plus là pour cet hiver. Donc c'est un peu frustrant d'un côté. Nous, on a vocation effectivement à créer plus d'emplois industriels dans le Nord-Franche-Comté. Mais après, effectivement, comme le souligne M. Lagrange, on a forcément à un moment donné un delta dans ce passage de la start-up à la PME industrielle, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails de la comptabilité, mais ça veut dire que vous passez à une autre échelle en termes de besoins en fonds de roulement, etc. etc. C'est-à-dire, nous, on est comme ça un peu dans les starting blocks en disant, bien sûr, on va encore recruter, mais il faut sécuriser tout ça. Quand vous gérez une entreprise, vous ne pouvez pas dire, bon, je vais recruter en connaissant les délais de fabrication, en connaissant effectivement l'état de la supply chain aujourd'hui. Parce que la suite du Covid, c'est aussi des temps de livraison qui sont plus longs, moi, par rapport à mes fournisseurs, donc des temps de facturation qui sont allongés. Donc voilà, la demande, elle est là. Les compétences ou arriver à recruter dans le secteur hydrogène, par rapport à d'autres secteurs, franchement, on ne se plaint pas. Les gens veulent venir travailler dans le secteur d'hydrogène. Maintenant, comme vous le dites, effectivement, il faut pouvoir sécuriser ça avec des fonds propres. Quel conseil vous pourriez donner à des entrepreneurs dans la salle ou à ceux qui nous écoutent en ligne, en direct? Justement, comment vous avez fait? Vous commencez à avoir un peu de recul. On a souvent la tête dans le guidon quand on est entrepreneur, quand on a la tête d'une start-up ou d'une PME. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir ce palier qui est essentiel? Voilà. Donc, bon, déjà, je dirais, on a fêté nos 5 ans au mois de septembre, donc
Si on prend les stats, on a fait mieux que 90% des startups en France qui naissent et qui voilà. Donc ça c'est un élément encourageant. Mais pour les équipes, en fait, pour l'ensemble des personnes avec qui je travaille, donc déjà, moi j'ai la chance de prendre la parole aujourd'hui, mais je suis pas tout seul. On a démarré le sujet avec Daniel et d'autres cofondateurs du CNRS. Donc voilà, déjà on réfléchit à plusieurs sur la stratégie, sur le développement. Ensuite, les recettes entre guillemets sont connues, c'est bien s'entourer. Voilà, avoir un produit de qualité, avoir un produit moi j'ai vocation à dire on communique quand le produit il est sur le terrain et il fonctionne. C'est ce qu'on a fait pas plus tard qu'avant-hier quand on a mis en service le premier générateur électrique pour secourir une préfecture. C'est-à-dire on n'a pas communiqué il y a 2 ans avec un 3D en disant on fait une préfecture hydrogène, on a communiqué avant-hier, 2 ans après qu'on ait fait tout le projet, qu'on ait fait le génie civil et que quand vous coupez EDF, ça reprend toute la préfecture avec de l'hydrogène. Voilà. Donc c'est de vraiment se concentrer sur la qualité du produit et de dire, voilà, on va démontrer des applications concrètes de l'hydrogène, des choses qui parlent à tout le monde. Donc on a commencé en faisant un groupe électrogène pour les Euroc, ensuite sur des chantiers, pour vraiment dire, voilà, c'est pas une projection, on communique et on explique ce qu'on a fait une fois que ça tourne, une fois que ça produit de l'électricité. Voilà. Donc c'est vraiment garder en gros les pieds sur terre sur la manière à laquelle on va progresser techniquement. Là, on propose des groupes électrogènes maintenant de plus de 100 kVA, donc ça peut alimenter une vingtaine de pavillons, par exemple. Voilà. Donc c'est rester dans le concret, c'est-à-dire essayer de ne pas se laisser comme ça prendre par cette communication qui peut y avoir parfois, je dirais, autour de l'hydrogène, qui serait un peu l'alpha et l'oméga de nos problèmes énergétiques. C'est de rester vraiment concret et la qualité du produit et voilà, avoir un œil sur les finances. J'ai passé pas mal de temps à monter des dossiers pour financer cette action industrielle, quoi. Voilà, parce que on développe des machines qui sont commercialisées à un peu plus de 280 000 €. Donc, ça nécessite effectivement de pouvoir avoir une solidité financière pour exécuter les projets. Daniel, vous vouliez réagir ? Oui, je complète juste sur ce qui a été dit. Faire une communication dans le bon timing et sur des objets qui fonctionnent, c'est évidemment fondamental dans tous les domaines, mais fondamental sur le domaine de l'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène, quand on a commencé ici à y travailler il y a 20 ans, on y travaillait déjà il y a 20 ans sur l'hydrogène. Donc c'était, je me souviens d'un industriel local qui m'a dit l'hydrogène c'est toujours pour dans 20 ans. Voilà. Alors ça n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des objets technologiques qui ont gagné en maturité. Pour 3 chiffres, on a diminué les prix par 50 en 20 ans, on a augmenté les performances par 50 et on a multiplié par 50 la durée de vie de ces objets en 20 ans. Alors pas tout seul, évidemment c'est collectivement à l'échelle même internationale, mais quand même aujourd'hui on est sur un timing qui rend possible l'industrialisation, les marchés, le développement des sujets. Alors, juste un point quand même sur un point qu'il faut garder en tête sur ces questions-là, c'est également celui de la ressource humaine. Dans le sens d'hydrogène, alors aujourd'hui on n'a pas trop, parce que c'est séduisant comme approche, et évidemment beaucoup de jeunes et même de moins jeunes souhaitent y travailler, mais sur le secteur industriel, aujourd'hui on éprouve quand même des difficultés à convaincre des jeunes à venir sur ces secteurs, à se former sur ces secteurs. Il ne faut pas l'ignorer, c'est pas local, c'est global, et ça c'est un vrai sujet sur lequel on travaille, parce qu'on va même dans les écoles primaires aujourd'hui pour essayer d'acculturer mais c'est vraiment un sujet qui peut générer des difficultés à moyen terme pour l'ensemble de la filière industrielle au sens. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, secteur industriel, secteur de l'énergie, on a du mal à recruter. En école, j'entends. Sébastien, vous demandez la balle, je vous la redonne. Ça fait un petit ping-pong, c'est sympa. Non, parce que j'ai retrouvé ce que je voulais. En fait, c'est quand vous parliez de filière. Pour moi, il y a un outil. Donc, je vais parler à la fois de la filière hydrogène qui est en cours de développement et à la fois comment on recrée une filière industrielle forte. Et pour moi, il y a un outil qui est en cours de déploiement dans les entreprises
et sur lequel il faut axer et peut-être mettre une réglementation un peu plus forte, c'est les politiques RSE. C'est-à-dire où j'achète. Moi, en tant qu'industriel, où j'achète et comment je fais en sorte que mes achats pour faire mes groupes électrogènes à hydrogène, ils profitent à d'autres secteurs industriels. Et de dire après, voilà, moi, ça va avoir, comment dire, je vais apporter de la valeur également à l'appareil que je livre à mes clients. Parce qu'il va être étiqueté, comment dire, approche globale, et je sais que je me source dans d'autres entreprises dans lesquelles, par exemple, la Banque des Territoires a investi. Justement, vous avez évoqué par 2 fois les notions de coût. C'est souvent ce qu'on renvoie à l'hydrogène et à ces équipements hydrogène, c'est le surcoût à l'achat. Mais je connais à peu près votre réponse, que j'ai quand même travaillé. Hein, mais, justement, comment vous pouvez rassurer les personnes qui voudraient acheter des équipements hydrogène et qui doivent faire un petit chèque supplémentaire pour le faire? Pourquoi ça reste intéressant alors qu'on ne sait même pas comment on va payer la facture d'énergie à la fin du mois? Alors, effectivement, aujourd'hui, ceux qui viennent faire la demande d'un groupe électrogène à hydrogène sur un équivalent moteur thermique, à l'achat, j'entends, ils vont devoir effectivement investir un peu plus d'argent. Cependant, on est sur des clients en fait qui raisonnent pas tant à l'investissement à l'achat, mais sur le retour sur investissement. Donc, ils vont y gagner au niveau en fait, du coût d'approvisionnement en combustible, puisque pour donner des ordres de grandeur, avec les rendements ou autres, quand vous avez un gasoil qui est à 1,50 € du litre et que vous avez un hydrogène qui est entre 8 à 10 € du kilo, avec l'efficience des machines, par rapport à l'électron qui sort de la machine, vous êtes pratiquement à l'équivalence. Voilà. Et l'hydrogène a une tendance à la baisse, et le gasoil a une tendance à la hausse. Donc, le client, il va raisonner long terme et il va dire, OK, j'ai un surcoût à l'investissement, mais je le rentabilise. Et dès l'instant où il est sur des ROI de 5 à 7 ans, s'il le multiplie par le nombre d'appareils qu'il a, je prends un exploitant comme Enedis, qui a un parc de groupes électrogènes énorme, il va rapidement voir l'économie qu'il va y faire. Et en plus, il va améliorer sa politique RSE parce qu'il diminue son empreinte carbone et il anticipe aussi une augmentation de la taxe carbone. Il a un accroissement de son taux d'usage aussi, vu qu'il y a moins de maintenance. Alors, c'est ça, on peut le voir de 2 manières. Soit on voit la diminution des coûts d'opération, puisqu'en fait, il va faire beaucoup moins de maintenance. Il faut savoir que quand même, les groupes diesel, pour qu'ils gardent un bon rendement, même quand ils ne les utilisent pas sur des chantiers Enedis, ils les font tourner sur des gros radiateurs électriques dans des entrepôts, parce que s'ils ne tournent pas, ils s'encrassent. Hein. C'est beau ça. C'est comme ces avions qui vont vite, quoi. Voilà. Et donc là, ils n'ont plus le cas, par exemple, pour les technologies hydrogène. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est des raisonnements, moyen terme. Voilà. Et aujourd'hui, économiquement, ça se tient. Daniel, oui, alors, je vais juste compléter. Je pense que sur cette question en particulier de l'hydrogène, il faut penser approche systémique, complète, et pas avoir simplement sa vision très locale, comme le disait Sébastien, en disant « moi, je vais réduire ou je vais augmenter mon prix d'usage ». Voilà. Pensons systémique, ça veut dire que je réduis la pollution. On voit bien avec la crise actuelle, hein, pollution atmosphérique, donc réchauffement climatique, donc évidemment des coûts associés à ce réchauffement climatique, hein, qui sont complètement aujourd'hui diffus, hein, mais dont on parle très peu. Hein. C'est évidemment, si on est amené à déplacer des populations, évidemment, on parle pas de quelques milliers d'euros. Hein. Effectivement, d'un point de vue coût global, au niveau à l'échelle d'un territoire, d'un État ou voire de la planète. Et donc, il faut vraiment penser systémique, c'est-à-dire que quand on développe ou quand on acquiert ce type de dispositif, effectivement, on peut avoir un intérêt immédiat, mais aussi il y a un intérêt long terme pour l'ensemble de la population, l'ensemble de la planète, j'aurais tendance à le dire. On arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Après, on prendra quelques questions dans la salle. Justement, Monsieur Blouvac et Monsieur Lagrange, je vous donne un petit peu la parole là, sur cette fin de table ronde, sur ce que vous vouliez éventuellement ajouter par rapport à ces échanges. Alors, cette table ronde, on voit bien qu'elle était axée sur la question de l'hydrogène, de cette filière. Mais finalement, on est en train... le titre Renaissance industrielle ne me convenait pas vraiment, mais parce qu'ici, on sait ce que c'est l'industrie. On n'est pas
on l'a dit, avec le pourcentage des emplois. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est pour que cette filière elle réussisse, il faut lui donner des moyens, des compétences, des formations, et pas se retrouver devant un mur comme on peut le trouver dans d'autres filières, et perdre en énergie, c'est le cas de dire. Alors que le terreau est propice dans cette région, et je suis français aussi, hein, je me dis, quelquefois quand on a une gigafactory qui vient en France, j'aimerais mieux qu'elle soit toujours en Bourgogne-Franche-Comté, mais si elle reste en France, c'est déjà mieux que si elle partait à l'étranger. Mais il faut qu'on crée vraiment autour de cette filière hydrogène, comme toutes les filières industrielles, ce que disait Daniel est vrai. Moi, je viens d'un territoire très industriel, plus petit, alors qu'il était au début le premier de Bourgogne, plus petit maintenant que le Nord-Franche-Comté et le Creusot-Mousseau. La problématique pour Framatome est la même que celle d'Alstom, etc. On a un vrai désamour de la population des jeunes pour l'industrie. C'est pas vrai toujours, c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment la renaissance industrielle, c'est pas simplement des usines, c'est tout un écosystème qu'il faut remettre en route, qui était essentiel. Depuis Chaptal jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé des choses dans les tissus industriels. Monsieur Louvac. Oui, peut-être simplement rajouter. Je crois que c'est important ce qui vient d'être dit sur la prise de conscience de l'impact environnemental de l'activité humaine et de l'activité industrielle. Donc ça doit avoir une place importante dans le raisonnement. Mais les crises ont aussi une dimension salutaire, c'est que le modèle économique de l'accès à l'énergie est en train d'être bouleversé par tous les éléments qu'on a évoqués tout au long de cette table ronde. Ça donne une opportunité à la construction de cette filière. C'est intéressant ici, sur ce territoire, parce qu'il y a cette dynamique à partir de la recherche, des industriels, des collectivités locales qui peuvent développer quelque chose de positif. Je voudrais simplement terminer en disant que la Banque des Territoires est toujours disponible pour continuer à financer des projets, comme elle l'a fait. J'en ai évoqué quelques-uns ici et ailleurs en France. Si on devait donner un exemple, je voudrais citer le très bel exemple de la société Life qui en Vendée, à partir de l'énergie éolienne, met en place donc de la production d'hydrogène. C'était en Vendée, mais on trouvera d'aussi beaux projets ici et la Banque des Territoires pourra y apporter ses financements. Monsieur Lagrange, vous avez le droit à un petit bonus parce que vous me l'avez... Oui, merci, parce que c'est vrai que j'ai un passé qui fait que je mets beaucoup en avant la région, ce qui est le cas, mais j'oublie de le dire, et ici il y a des représentants de l'agence économique. L'agence économique est un partenaire essentiel parce qu'on a cette filière hydrogène où c'est l'agence qui est reconnue comme, avec une chargée de mission qui est représentante de France Hydrogène. Ça veut dire que la région elle a su se doter aussi des outils spécialisés dans des filières. Et je pense que sur les dossiers d'ailleurs qui ont abouti ici, notamment McPhee, je veux dire, on avait cette ingénierie, cette mise en réseau, etc., et ce travail en commun qui fonctionnait bien. Donc je pourrais repartir en disant à mes équipes, vous voyez, l'agence est essentielle dans la filière hydrogène, quoi. Je vais vous redonner un poil de secondes encore pour continuer. Vous m'avez dit une très belle phrase quand on a échangé pour préparer cette table ronde, c'est que l'AER, sa grande force, c'est qu'elle avait des personnes dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'il y en a même dans cette salle. Je ne pose pas l'administration de toutes les autres structures, mais c'est vrai que du personnel qui vient, des cadres, des ingénieurs qui sont issus du monde industriel, ne parlent pas de la même façon et ne montent pas les dossiers de la même façon que... J'étais vice-président à l'économie, Arnaud, et c'est bien ce que c'est que l'administration dans une région ou ailleurs. Il y a des contraintes de délai, de montage, d'opération, alors que l'agence est peut-être un peu plus opérationnelle et est reconnue comme assez efficace, puisque, allez, on peut de temps en temps être fier de notre région Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait 2 ans qu'on est la 6e région de France au niveau des IDE, c'est des investissements directs étrangers. On était classé bien plus loin il y a quelques années. Ça montre bien que c'est l'écosystème, les chambres, la région, les collectivités et les territoires. Parce qu'ici, ce que fait aussi beaucoup l'agence, c'est d'accompagner les territoires. La Banque des Territoires le fait sur l'immobilier et sur les financements. Nous, on le fait aussi avec d'autres outils sur l'accompagnement, aménagement des zones, etc. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une question ?
Alors, vous pouvez même applaudir les gens. Alors, y a-t-il un volontaire pour une question? C'est toujours la première, la plus difficile. Ah, monsieur le directeur de la Vallée de l'Énergie, fraîchement nommé. Messieurs, bonjour. Donc Michel Armand, directeur de la Vallée de l'Énergie. On parle aujourd'hui d'hydrogène qualifié, c'est-à-dire qu'il y a le vert, le bleu, le gris, le jaune. On parle même du blanc aujourd'hui quand il est à l'état naturel. On parle un petit peu moins du coût énergétique pour produire cet hydrogène et en particulier des rejets de méthane, puisque si l'hydrogène bleu est une solution décarbonée, il n'en reste pas moins émetteur de méthane qui, lui, est un facteur du réchauffement climatique. Alors ma question, c'est plus pour Monsieur Febvre et Monsieur Issel. Comment est prise en compte cette problématique de l'incidence au réchauffement climatique de la production d'hydrogène? Je vais répondre. Alors, sur les couleurs de l'hydrogène, on essaye d'éviter de les utiliser, parce qu'effectivement, ça finalement, ça noie le poisson, hein, pour être un peu direct. C'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus s'il est carboné ou pas carboné, quelle était la source primaire d'électricité ou pas, parce qu'on parle même d'Orange, on va faire de la fragmentation hydraulique, hein, pour aller chercher de l'hydrogène dans le sol. Enfin bon, voilà, donc on essaye d'éviter, on essaye de simplifier. Est-ce que quelque part, il est décarboné, ou est-ce que quelque part, il y a des émissions de carbone, hein, dans cette filière? Alors aujourd'hui, effectivement, 96% précisément, hein, je crois, de l'hydrogène produit au niveau mondial est basé sur des ressources fossiles. Donc c'est un modèle, évidemment, qui effectivement peut être vertueux en local, à l'usage, mais qui n'est absolument pas vertueux au sens au moins des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale. Donc là, encore une fois, j'avais dit, il faut qu'on ait une approche systémique, il faut qu'on ait une approche complète, hein, de cette problématique. Et ce qui est à minima, ce qui devrait être la cible, c'est d'avoir de l'hydrogène décarboné. Voilà. Ça semblerait à minima l'objectif. L'idéal étant un hydrogène, alors je vais reprendre une couleur vert, c'est-à-dire couplé à une production électrique par électrolyse associée à des énergies d'origine renouvelable, mais au minimum décarboné pour qu'on n'ait pas d'impact effectivement global, massif au niveau de la planète. Alors, il faut être très vigilant parce que là, ça a une implication, une intrication immédiate avec la sphère politique. Hein, je crois pas plus tard qu'hier, il y a un amendement qui est passé au niveau européen où on va considérer de l'hydrogène décarboné à condition qu'il ait eu à un moment l'électricité qui peut servir à sa production ait eu dans les 3 mois précédents quelque chose qui était lié à des ressources d'origine renouvelable. Bon, ça ne veut pas dire du tout qu'au moment où je vais le produire, il est décarboné, hein. Voilà, donc attention à ce qu'on est en train de faire avec ces sujets-là, parce que là, on parle de filière industrielle qu'on est en train de mettre en place, qui est une filière vertueuse, associée finalement à quelque chose, une filière qui peut être vertueuse au sens environnemental, au sens industriel, au sens économique, mais si on est trop permissif quant aux définitions, on risque d'avoir un remède qui soit pire que le mal. Merci Daniel. Une autre question ? Monsieur Petit-Colin. Attends Philippe. Tiens Philippe. Philippe Petit-Colin, donc président d'Apsis. Dans la suite de la question précédente, quel est le coût de l'hydrogène à base de renouvelables actuellement, à base de nucléaire, à base d'énergie fossile, carbone, pétrole, gaz? C'est le coût où, en fait, hein, voilà. Donc si on se projette en coût à la pompe hors taxe, parce que c'est encore un autre sujet, hein. Aujourd'hui, en général, il n'est pas taxé, mais encore une fois, je me tourne vers le politique, hein. Si on commence à mettre des taxes, évidemment, ça risque d'être évidemment problématique aussi en termes de... voilà, on va tourner aujourd'hui hors taxe sur de l'hydrogène carboné, on va tourner, on va dire, à 2 à 4 euros le kilo, à peu près. À savoir qu'un kilo d'hydrogène, pour vous donner une idée, on fait 100 km avec sa voiture personnelle. Voilà. Si vous faites le ratio ensuite par rapport à un litre d'essence ou de gazole, on va tourner à 2 à 4. Sur de l'hydrogène décarboné, on va tourner aujourd'hui sur quelque chose qui est autour de 10 euros le kilo. Voilà. Lequel décarboné? Alors, décarboné. Décarboné, parce qu'effectivement, ça dépend. Alors, ça, c'est à l'échelle
à l'échelle globale, encore une fois, parce qu'effectivement, si on a un mix, on en revient à cette question de mix énergétique, si on a un mix énergétique comme il est aujourd'hui en France, avec 80% en gros de nucléaire, hein, effectivement, on peut avoir un prix de l'hydrogène décarboné qui peut être plus intéressant, à condition qu'on ait des centrales nucléaires qui puissent servir à cette production. Parce que là, on rentre dans un autre débat, évidemment, que chacun a entendu ces derniers jours. Voilà. Après, effectivement, ça dépend aussi alors, si on prend sur des énergies renouvelables, on pense notamment au photovoltaïque, à quel endroit je le produis. Évidemment, j'ai beaucoup plus de soleil dans le sud de la France que dans le nord de la France. Donc, voilà. Donc, effectivement, est-ce que le prix est local ou est-ce qu'on a un prix qui est global? Voilà. C'est pour ça que je dis c'est difficile d'avoir un prix. Voilà, je vous ai donné 2 chiffres qui vous donnent une tendance. Après, rentrer plus dans la granularité, il faut vraiment qu'on ait finalement l'ensemble des entrants pour arriver à sortir un chiffre qui soit crédible par rapport à ça. Merci. Je vous propose de prendre une dernière question avant de donner la parole à Anaïs Voigilis qui animera la seconde table ronde. Et je vois Monsieur Lombardet du groupe EDF. Oui, bonjour à tous. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un partage de convictions et rebondir sur les discours des intervenants qui étaient très pointus et je les en remercie. Je rappelle simplement quand Daniel évoque le côté décarboné, que c'est essentiel pour décarboner justement nos usages, parce que par exemple le nucléaire c'est 12 grammes le kilowattheure produit, le charbon c'est quand même 900, le gaz environ 400. Donc si par exemple je roule écolo avec une voiture électrique mais remplie d'énergie électrique produite par du gaz ou du charbon, je m'interroge sur la réalité. Je confirme justement que EDF, dans son mix énergétique par rapport aux démarches de l'État, on est pour le mix énergétique dans le cadre de l'ensemble de nos capacités de production avec toutes nos filiales, que ce soit l'hydraulique ou le solaire et l'éolien. Et par rapport à ce que Jean-Claude aussi tu es intervenu, le débat que nous avons ce matin nous met en perspective aussi les débats à l'échelle européenne, parce que quand j'entends la taxonomie avec des postures comme l'Allemagne et l'Autriche qui promeut le gaz parce qu'il est vert, ça me chatouille un petit peu. Voilà. Et pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit, Monsieur François Blouvac, et encore une fois Daniel, l'aspect décarboné de l'hydrogène, c'est juste une évidence. C'est juste une évidence. Et plus on pourra mettre des ENR autour du mix énergétique, c'est tant mieux. Mais plus on met quand même, c'est juste une réalité physique, hein. Plus on met des ENR, donc il y a le I d'intermittent, plus il faut avoir de la base. Et aujourd'hui, on voit bien que la base en Allemagne, c'est 30% de gaz. Et on voit bien tous les soucis qu'il y a. Donc, oui, il faut des ENR, mais il y a aussi, et je m'adresse là aux banquiers, je m'adresse aussi aux lobbyistes, on a aussi une réalité fiscale en France depuis des décennies et des siècles. La fiscalité française est très intelligente, mais il y a aussi, par exemple, le TURP, qui fait que c'est bien beau d'avoir des éoliennes quelque part ou des champs photovoltaïques, mais il y a un réseau de transport, un réseau de distribution, et à un moment donné, il y a un jeu de fiscalité qui remonte à l'État et aux collectivités, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a la théorie, la pratique, et donc il faut faire quand même quelque chose de décarboné de base. Merci beaucoup. Merci messieurs pour vos interventions. Maintenant, je laisse la parole à Anaïs Voigilis pour la seconde table ronde.